salut, bienvenue chez Arcaril. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeu. On repart sur le jeu Torgal, le jeu de plateau. Il y a quelque temps, on a fait une découverte du jeu que j'avais reçu par KS, c'était donc à l'automne dernier. Et donc, il m'est venu l'envie de replonger dans le jeu. Voilà, qui m'avait un peu titillé la dernière fois. J'avais trouvé la première mission très intéressante. Je l'avais trouvé peut-être un peu facile, mais bon voilà, mon avis reste réservé. J'étais quand même agréablement surpris par l'ensemble des mécaniques que le jeu propose. Tant au niveau narratif, où donc on a un petit fond, on a une vraie histoire, on a des mécaniques qui collent avec le thème. Et ça, vraiment, j'adore. C'est fait partie des jeux que je préfère hein, quand on a une mécanique assez forte, de type un peu Eurogame, mais où le thème ressort bien et on a vraiment l'impression de vivre quelque chose, mais on a aussi voilà, une certaine complexité dans les règles, une certaine nécessité d'avoir de la stratégie, de la tactique, etc. Donc voilà, Torgal, le jeu de plateau, je rentre ça un peu dans la même catégorie. On va dire que bon, dans une certaine mesure, hein, même si c'est pas vraiment tout à fait le même type de jeu, mais voilà, des Gloomhaven, des Perdition's Mouse que j'ai présenté la dernière fois il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc j'ai envie de creuser un peu plus. Là, on est plus sur un jeu d'aventure. Voilà, d'aventure et en plus version land, quoi, land crawler, quoi, land. Je sais pas trop je sais pas comment lui dire, comment appeler ça vraiment. Mais voyez un peu l'idée, surtout si vous avez regardé la première vidéo. Donc, j'ai pas rejoué depuis, donc les règles restent encore fraîches. Mais je devrais pouvoir m'en sortir. On va faire une partie comme ça, avec le livre de règles pas trop loin, au cas où. Et on va surtout s'attaquer au deuxième scénario du jeu. Je prends mon petit livre de récit, n'est-ce pas? Et le deuxième scénario du jeu, toc 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 toc, s'intitule Cache-cache en mer. Cache-cache en mer. Et donc, eh bien, on va se faire une petite mise en bouche, une petite lecture. Après, on va jeter un petit coup d'œil sur la mise en place, voir si tout est bien OK. Et comme ça, on va se remettre un peu les règles en tête. Et puis, une fois qu'on aura fait cette petite présentation rapide, ben, écoutez, on pourra s'attaquer à l'aventure, sachant que la partie narrative est un peu plus importante et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de complexité là pour le coup dans le système de règles. Donc autant la première partie était un peu introductive, là on va aller un peu plus je pense dans le cœur de ce que peut proposer le jeu. Voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve pour une petite lancée narrative. Alors, cache-cache en mer. Abordé encore et encore par les pirates, c'est presque à la dérive que votre navire atteignit l'étrange archipel. Ravagé par de violentes tempêtes, voguant à l'aveugle à travers des brumes épaisses, une lumière réconfortante fut aperçue. Un phare. De l'intérieur, les marchands qui vous observaient vous ont tout d'abord pris pour un autre groupe de pirates. Mais après avoir identifié vos navires, ils vous ont accueillis et même fait une proposition. Vos navires ne sont pas équipés pour un voyage au long cours, et avec les tempêtes approchantes et les brumes inextricables, voguer à l'aveugle aurait pour seule conséquence de vous envoyer par le fond. Ils peuvent vous réapprovisionner, réparer vos navires et vous indiquer les routes maritimes les plus sûres si, en échange, vous les aidez à éliminer les pirates qui saccagent l'archipel. Ils affirment que le souverain de la côte ouest, le comte Orvar, apprécierait lui aussi vos efforts. Toutefois, vous devez vous méfier de la côte est. Une rumeur prétend que Uji, son souverain, vénère le perfide dieu Loki et collabore avec les pirates au démantèlement des routes commerciales de Orvar. Bien, alors,
après cette petite introduction, donc nous sommes a priori à bord de navires. On a galéré et on se retrouve dans un archipel où on a été sauvé de certaine manière par un phare. C'est une sorte d'étape sur notre voyage. Et pour aller plus loin, on nous propose donc de faire de la chasse aux pirates. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, voilà, le plateau de jeu est en place. Les petits polominos sont là, nous attendent, je les ai classés. Là, j'ai fait une petite coupe avec les plus petits. Là-bas, on a un verre avec tous les jetons des ennemis. Les petits jetons fouilles ici. La petite boîte pour les dés. Et donc, bah, la carte principale sur laquelle l'aventure va se passer. Et peut-être avant toute chose, une petite présentation de nos héros du jour. Où je me suis amusé à faire une sélection vraiment totalement au hasard des héros. Et je ne sais plus s'il y a il y a une petite présentation narrative assez courte, hein. Donc le premier héros, le premier héros, il s'appelle donc Petrov. Petrov. Et Petrov était un simple mercenaire, mais divers événements ont créé une relation forte entre Torgal et lui. C'est un excellent archer, mais il se sent également à l'aise lorsqu'il se bat avec une hache ou une épée. Petrov est connu pour son incroyable résistance. Donc là, ce sera vraiment, je pense, notre combattant pour cette aventure. J'imagine en tout cas. Il part avec un dé vert et un dé jaune en premier niveau de combat, ce qui est correct. En exploration, bon, on verra ce que ça donne. Il commence avec donc justement la compétence robuste, qui peut être assez intéressante. Robuste, ça nous dit que donc on peut placer des tuiles blessures sur cette carte. Donc il a des points de vie supplémentaires d'une certaine manière. Donc en effet, il est plutôt costaud. Donc là voilà, c'est une carte qui pour le coup, elle ne se retourne pas, ne se réactive pas. Il est simplement robuste et donc ça nous offre 9 cases supplémentaires pour mettre des dégâts. Et il commence avec un objet qui est la Pélice hivernale. Pélice hivernale. Pendant une action, se sacrifier, ignorer toutes vos menaces. Les jetons menaces, on les acquiert petit à petit dans la partie. Et donc pour certains dégâts, certaines actions, ça peut nous pénaliser. Donc lui, pour une action sacrifice, on n'a pas eu encore cette action de sacrifice dans le premier scénario. Généralement, c'est une action qu'on fait qui va demander un coup, on va dire personnel, généralement en blessure. Et en échange de cette blessure, de ces dégâts, eh bien, on obtient un résultat d'action, un bénéfice. Et donc lui, il peut utiliser sa Pélice hivernale pour éviter de prendre des dégâts supplémentaires dus à la possession de jetons menaces. Donc voilà pour lui. Et le deuxième personnage est un personnage aussi un peu particulier, donc pioché au hasard, hein. C'est Vigrid. Alors, vous voyez, il a un luth à la main, donc ça a l'air d'être plutôt une sorte de barde, sans doute, on va voir. Vigrid est lié d'amitié avec Aricia lorsqu'elle l'a aidé à retrouver la vue. Donc un ancien aveugle apparemment. Depuis, il continue à lui rendre service ainsi qu'à la famille de Torgal. Il est également connu pour sa capacité à se métamorphoser, ce qui lui permet d'apparaître tantôt sous la forme d'un jeune homme, tantôt sous celle d'un ours, tantôt sous celle d'un cheval ailé. Donc voilà, un être doté de pouvoirs magiques. Qu'est-ce qu'il nous propose ce Vigrid du coup? Eh bien, hop, il a une carte, donc en effet, qui s'appelle Métamorphose.
Alors, métamorphose. Retournez cette carte pour prendre une carte compétence inutilisée de votre choix. Vous pouvez l'utiliser une fois pendant l'un de vos tours suivants, puis la remettre dans la boîte. D'accord, donc en fait on prend métamorphose, on récupère une compétence. Alors les compétences, ce sont les pouvoirs des autres héros. Donc il faudra que j'aille les récupérer pour avoir ça sous la main. Et donc ça lui donne une certaine versatilité. Hein, il va pouvoir tantôt utiliser peut-être le pouvoir de Torgal ou tantôt le pouvoir d'Aricia, etc. selon les situations. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal et ça se réactive aussi avec un marqueur de magie, la flamme violette. Là. Ok, et il commence avec un objet particulier qui s'appelle la barque volante. La barque volante nous dit... Hop. Non, barque volante. Ah. Il n'a pas envie de nous dire ce que c'est la barque volante, c'est un mystère, le mystère de la barque volante. Ok, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Barque volante. Donc ça, c'est pour une action de déplacement, je crois. Oui, ça doit être ça. Le bleu, c'est ça. Barque volante. Donc pendant une action se déplacer, déplacez tous les personnages de votre zone avec vous. Donc bon, à voir si ça peut servir. Ça permet de faire un double déplacement puisque là on est deux, il y a deux personnages. Bon, à voir ce que ça donne. Ok. Donc, on va se rapprocher un tout petit peu du plateau de jeu pour le coup. Les deux figurines, donc pour l'instant, sont des figurines qui ne sont pas peintes. Vous connaissez ma grande capacité à peindre des figurines. Pour l'instant, je n'ai pas encore passé le pas vraiment de la peinte. C'est dommage qu'elles sont plutôt jolies, je trouve. Bon, elles sont déjà jolies comme ça, mais peintes, elles seraient magnifiques. Donc là, nous avons vraiment là, deux calibres différents, hein, le combattant et puis l'être un peu d'origine magique. On va voir un peu comment ils vont se débrouiller tous les deux. Pour ce qui est de la zone, donc on voit qu'il y a une zone très maritime. On commence en zone 1. Je rappelle qu'il y a des numéros comme ça qui sont liés aux zones. On peut passer de zone en zone en fonction du nombre de tours. Donc au tour 1, on est dans cette île-là. Et après, il y a différents endroits. Donc ils nous ont parlé en introduction du château de Corvar, là, qui serait un seigneur qui pourrait être intéressé aussi pour la chasse des pirates. Donc à voir. C'est la zone 4, hein, donc on n'irait pas tout de suite. Et de l'autre côté, il nous a parlé, je crois, d'un fort de Uji, qui serait plutôt quelqu'un d'allié avec les pirates. Maintenant, il faut les trouver, ces pirates. Il y a des jetons qui ont été placés un peu à droite et à gauche. Je vais reprendre vite fait avec vous la mise en place, comme ça, voilà, ça me refera un petit coup de neuf pour moi aussi. Alors déjà, on a une carte flotte. Alors je pense que c'est cette carte-là. Voilà, carte flotte. Donc je pense que c'est notre bateau. Et donc il bénéficie eh bien, pareil, d'un diagramme pour poser sans doute des polyomino et ça doit correspondre aux blessures du bateau, aux dommages du bateau, j'imagine. Pour l'instant, ça n'a pas été précisé. Donc je garde cette carte-là à portée de main. Je l'ai mise au-dessus de mon personnage. J'ai placé ce jeton-là, donc là-haut. Ça correspond sur cette ligne d'évolution là. Je crois que ça correspond aux tempêtes ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a des polyomino. Je pense que ça risque d'abîmer le bateau. C'est un peu l'idée que je m'en suis fait pour le moment. Après, j'ai posé des jetons comme ça. Ça, je crois que ce sont des jetons pirates. Donc c'est des bateaux pirates. Donc il y en a un qui démarre directement donc c'est aux ruines ancestrales, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ruines ancestrales ici. Et après, j'ai dû poser des ennemis, donc des jetons verts et jaunes dans différentes zones du plateau. Ici, là, il y a un jaune qui traîne, je ne sais pas pourquoi. Il est en B, non, c'est normal, il est là. Ici, là, l'île de Freya. Là, le port minable,
carrément, minable le port. Et ici, on a l'îlet des brumes. L'îlet des brumes, ici. Voilà, donc on va découvrir un peu tout ça. J'ai utilisé donc les cartes terrain. Alors j'ai découvert que sur les cartes terrain, il y avait apparemment des cartes particulières qui s'appelaient des cartes arides. Donc elles ont un symbole un peu particulier avec pas des excroissances là. Je les ai donc différenciées des autres et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres types de cartes qui étaient avec des bords rouges. Donc là, ils disent d'utiliser les cartes standards et les cartes arides, donc je n'ai utilisé que celle-là. Voilà, je vais pas chercher à trop à comprendre. Je me laisse un peu porter par... J'en fais confiance, disons, dans l'explication des choses. Donc j'ai mélangé ces cartes-là. C'est là-dessus qu'on va progresser et récupérer des choses, hein, des ressources. Donc ça c'est fait, c'est mis, c'est sélectionné. Et après on a deux types de cartes événements différents, cette fois-ci, qui sont qui sont différents de la dernière fois. On a quelque chose à base d'eau là, et des événements à base de bouclier, un épée, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais on va voir. Et pour terminer, on a une rangée d'actions que j'ai mis en place. Donc l'action de mouvement, l'action d'exploration, l'action de construction, l'action de fouille, l'action de... je sais plus comment ça s'appelle, qui est combinée d'ailleurs avec une action de sacrifice, justement on en parlait. Voilà, qu'on peut faire l'action de sacrifice et l'action avec la goutte de sang. Donc on peut avec cette carte là soit faire l'une soit l'autre action. Ça c'est je crois c'est donner ou placer des ressources à un endroit pour débloquer un effet aussi. Donc voilà. Et puis il y a évidemment l'action de combat aussi. Donc on prendra le temps de voir ces cartes là et ce qu'elles proposent. Donc dans le coin ils nous disent bien utiliser le matériel spécifique, donc le petit marqueur, le terrain aride et les cartes flotte. C'est quand même plutôt bien fichu. Et après on va attaquer les règles particulières. Donc on peut les regarder ensemble. Donc la piste aventure. Donc c'est en haut à gauche. Le pion indique l'intensité de la tempête. Donc c'est bien ça, il y a bien l'histoire de tempête. Et la brume enveloppant l'archipel. Lorsqu'un effet vous indique de déplacer le curseur, déplacez-le du nombre de cases et dans la direction indiquée. Après avoir résolu une action se déplacer, lancez les dés indiqués par la position pour chaque frontière bleue traversée. Donc là, en effet, en fonction en fait, d'où en est la tempête et les brumes, chaque fois qu'on se déplace en mer, ça nous indique un peu les risques qu'on a à se déplacer. Donc là, c'est tout à fait clair. Tous les résultats présentant un critique sont ignorés. Les autres résultats indiquent les blessures qui doivent être placées sur votre carte flotte. Donc voilà, jusque-là j'avais à peu près compris. Carte flotte. Les cartes flotte sont des cartes spéciales qui influent sur l'action se déplacer et qui peuvent influer sur les actions combattre ou déclencher la défaite. Les cartes flotte disposent de cases sur lesquelles vous devez placer des tuiles blessures. Voilà. Comme cela vous est indiqué. Si vous ne pouvez pas placer une blessure, vous perdez immédiatement la partie. Donc il va falloir faire gaffe à notre bateau. Donc il y a des paragraphes avec le symbole bateau et un cœur vous permettent de réparer la flotte, et les paragraphes avec un symbole bateau et une flèche vous permettent d'échanger la carte flotte. Donc sans doute on peut la faire évoluer. En effet, il y a 3 cartes flotte disponibles dans le jeu. Voilà, donc là il donne un exemple de blessure à placer. Pendant son action se déplacer, Greg traverse 2 frontières bleues, il consulte la piste, lance les 2 dés, donc là orange, indiqué avec le marqueur. Avec le premier, il obtient 2 blessures, il ignore C, il ignore je sais pas quoi. Et avec le second dé, il obtient ça. Ah oui, parce qu'il ignore le critique, c'est ça. Et puis il doit placer donc ses dégâts sur la carte D. Bon, bref, on verra ça concrètement quand on ira. Après, on a des ressources particulières. Hein, c'est toujours un peu le cas. Les ressources bleues, ce sont des connaissances, secrets que vous avez découverts à propos des brumes qui enveloppent l'archipel. Vous pouvez dépenser une ressource connaissance pour ignorer une blessure subie par la flotte, ça c'est cool. Et nous avons l'artillerie en rouge. Préparation de votre navire au combat, incluant harpon et canon. Donc on peut dépenser un jeton artillerie, un marqueur artillerie lors d'un combat pour lancer les dés
qui ne sont pas recouverts sur votre carte flotte. Ah, d'accord. Donc ça, en fait, si je comprends bien, le marqueur jaune, là, au milieu, ça correspond à notre capacité de combat. Hein, vous pouvez dépenser un jeton rouge lors d'un combat pour lancer les dés qui ne sont pas recouverts sur votre carte flotte. Donc, voilà. On peut utiliser ça pour se battre, j'imagine. Et nous avons des ennemis spéciaux, je vous ai dit, c'est les pirates. C'est ces marqueurs-là. Donc ils désignent des équipages de pirates. La partie démarre avec un équipage sur l'Atlas. Et de nouveaux équipages de pirates sont placés et déplacés à travers l'Atlas en résolvant les effets indiqués dans les paragraphes. Voilà, lorsque vous souhaitez résoudre une action combattre avec un pirate, résolvez ce qui suit. On consulte des règles spéciales qui s'appellent stratégie de la piraterie. Vous avez vu, c'est beaucoup plus complet au niveau règles, là, cette fois-ci. Alors là, il y a de la narration, ça on verra, on va s'éclater avec ça. Et on a la partie stratégie de piraterie qui semble très intéressante. Selon l'endroit où ils sont, ils vont faire des choses différentes. Ils vont se mettre en embuscade, être au port, subir la tempête ou je ne sais quoi. Donc ça me semble très cool. La partie narrative est beaucoup plus grande aussi, donc c'est pas pour me déplaire. Voilà, résolvez une action combattre avec les règles spéciales. Vous pouvez résoudre des actions combattre contre les pirates dans les lieux avec des paragraphes. Donc on peut aussi parfois combattre au sein des paragraphes. Et on a donc nos conditions de victoire et de défaite ici. Victoire, si vous débusquez et vainquez 4 équipages de pirates, on a gagné. Donc il faut tuer 4 bateaux pirates. Défaite, si vous n'avez pas accompli l'objectif avant la 9e manche, on lit le paragraphe 16. Si vous ne pouvez pas placer une blessure sur votre carte flotte, c'est une défaite, on l'a appris aussi, 17. Et si un des personnages meurt, c'est la fin aussi. Donc voilà, on a tout ça, on a la partie stratégie de piraterie, on prendra le temps de regarder ça quand ce sera le moment, et on a évidemment la partie narrative avec les différents paragraphes, tout ça est bien affriolant et donne bien envie. Voilà les amis, donc voilà pour notre démarrage, notre introduction, on va dire des règles spécifiques au scénario, de la présentation des personnages. Donc on va pouvoir s'attaquer à notre premier tour de Torgal. Torgal, le jeu de plateau. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur notre table de jeu pour le début de la partie. Donc nous voici à nouveau sur le plateau de jeu et il y a une partie narrative qui est là. Ça me semble intéressant de la lire pour nous mettre un peu dans l'ambiance. De qui on va nous parler là-dedans. Alors, les portes de la salle du trône du roi Uji s'ouvrent violemment de l'intérieur, entraînant les torches enflammées dans une danse frénétique. Des effluves d'encens et de foin sec emplissent le hall, tandis qu'Odun sort de la salle en claquant les portes derrière lui, confinant ainsi les rires aigus qui résonnent derrière lui. Les poings serrés et la tête basse, il traverse le hall menant à la salle du trône et se dirige vers la sortie. Ses bottes s'enfonçant profondément dans le cheval géant à 8 pattes brodé sur le tapis de velours. « Quelle tâche absurde nous attend aujourd'hui !» La voix bruyante de Nefre se fait entendre au loin. Il attend dehors comme il le fait depuis 3 ans, la jambe appuyée sur la marche de pierre gravée d'une tête de cheval. Odun reste silencieux. Un rapide échange de regards et un hochement de tête indiquent tout ce qu'il y a à dire. Pas ici, pas maintenant. Sans un mot, il se dirige vers la gigantesque étable, vestige d'un temple. Son cheval hennit de mécontentement lorsqu'Odun l'éloigne du foin posé sur la charrette près de l'entrée. Il sait qu'il ne vaut mieux pas contrarier son cavalier. À un trot régulier, l'homme prend la direction de la route côtière. Il n'a pas besoin de se retourner pour savoir que Nefre le suit. « C'est l'une de ces journées, hein ?» lance Nefre, alors que le château du roi Uji n'est plus qu'un lointain souvenir, disparu au-delà de l'horizon. Sa voix couvre tout juste le bruit du ressac en contrebas. Odun reste muet. Nefre accélère légèrement pour se mettre à sa hauteur, cherchant le moindre indice dans le regard de son compagnon. Son visage arbore un masque stoïque. Il ne connaît que trop bien cette expression. « Allez, commandant, dites-moi !» insiste Nefre. Ses yeux descendent vers le sac attaché à la selle d'Odun. Il a appris à suffisamment connaître cet homme pour savoir qu'il déteste le moindre changement, même infime,
même aussi insignifiant qu'un bagage supplémentaire. Repenses-tu parfois à ce jour, Nefre demande Odun, sa voix telle un murmure dans le vent. Son regard reste fixé sur l'horizon, contemplant l'étendue infinie de la mer au-delà de l'archipel embrumé et des nuages sombres approchant dans leur direction, contrastant avec le ciel azuré. Tous les jours, commandant, répond Nefre, après un instant. Il est rare qu'Odun parle de cette façon. Chaque matin même, parfois cela me revient dans un rêve comme un... Que te rappelles-tu, le coupe Odun. Il y a une légère inflexion dans sa voix, un vacillement sur son visage impassible. C'est subtil, mais suffisant pour que le cœur de Nefre lui remonte dans la gorge, puis replonge vers son estomac. Les ruines, répond-il au bout d'un moment, d'une voix désespérément calme, ses mains crispées sur les rênes pour dissimuler ses doigts tremblants. Et les obélisques en pierre enveloppés de brouillard. Le commandant Oswaldre dirigeait l'expédition et le roi nous a rejoints au dernier moment, poursuit Odun dans un chuchotement forcé. Te souviens-tu pourquoi ? Balbutie Nefre, parcourant rapidement ses souvenirs pour remonter à ce jour fatidique. Il n'y ai jamais vraiment prêté attention, commandant, mais aujourd'hui je souhaiterais simplement qu'il ne l'ait pas fait. Un frisson parcourt le dos de Nefre, alors qu'il pose son regard sur l'archipel noyé dans la brume. Du fond de sa mémoire, les images d'éboulis de pierres ombrageuses se dressent devant lui, obscurcies par une épaisse brume. Des voix sirupeuses susurrent dans ses oreilles, dans des langues anciennes au rythme de son cœur battant, ses pas résonnant dans un vide infini, essayant de retrouver le chemin jusqu'à son cheval, jusqu'au navire et jusqu'à l'issue de ce paysage infernal. Soudain, un cri a glacé le sang émanant d'une voix auparavant forte et vénérée, mais désormais réduite à un borborygme de terreur et de folie. Paniqué, son cœur s'emballe et une peur primale s'empare de son corps et se retrouve aux prises avec son brûlant et insoutenable sens du devoir. Ses jambes se mettent à courir d'elles-mêmes, droit devant, loin de cette folie et loin de son équilibre mental. Et puis, un hennissement, un claquement de sabots contre les vieilles pierres, le museau familier de sa monture guidé par un homme pâle aux cheveux clairs et aux yeux fatigués. Les mêmes yeux qu'il verrait chaque jour, pendant les 3 prochaines années, alors qu'ils serviraient côte à côte sous les ordres du roi, qu'ils avaient sauvés des brumes immuables. Sur leurs 8 sabots, ils ont transporté son corps depuis l'île, espérant trouver un moyen de transporter également son esprit. J'ai parlé avec Ragna l'autre nuit, le ramène brutalement la voix d'Odun. Il lui faut quelques secondes pour assimiler les mots, lesquels le frappent alors comme un marteau en plein poumon. Cette Ragna résonne la voix de Nefre le long de la côte, essayant de se noyer dans la cacophonie des cris de mouettes. Je pensais que nous étions les seuls à nous être échappés de cette île maudite. Je le pensais également, renchérit Odun, dont chaque mot altère le masque arboré par son visage depuis toutes ces années. Elle m'a raconté en être partie à bord d'un bateau pirate, quelques jours après que nous l'ayons quitté. Puis elle a descendu parler du roi. Puis elle a entendu parler du roi. Elle aurait dû revenir, dit Nefre, sa gorge comme serrée par une main invisible. Folle ou pas, je n'aurais pas voulu, intervint Odun. Nefre ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle a trouvé refuge sur la côte ouest, sur le domaine du comte Orvar. Aujourd'hui, elle habite sur le port, et dans ceux qui souffrent des assauts des pirates. Et Orvar l'a accepté, demande Nefre. Orvar n'est pas un idiot, explique Odun, d'une voix glaciale. Il considère les options qui s'offrent à lui et ne gaspille pas ses ressources à la recherche de mythes et de légendes racontées par des skalds. Son peuple ne meurt pas de faim, ses soldats ne dorment pas dans les écuries et ses serviteurs ne sont pas alarmés par des cris dérangés d'un homme mort. Nefre ralentit, puis s'arrête, sentant sa tête tourner. Une folle idée chemine dans son esprit, les reliant lui, les bras tremblants d'Odun et le sac qui tintinabule à ses côtés. Le cheval d'Odun s'arrête lui aussi et les regards des 2 hommes se croisent, l'un confus, l'autre amer et déterminé. « Je ne peux pas vous arrêter, commandant, dit finalement Nefre. Je sais que c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui, mais je ne peux pas vous suivre sur le chemin que vous allez emprunter. » Odun hoche la tête et lâche sa bride, laissant son cheval l'amener vers le port, au pied de la colline.
Rapidement, sa silhouette disparaît dans le brouillard de l'archipel tandis que les nuages surplombent l'île. Le tonnerre gronde au loin, alors que Nefre fait demi-tour et rentre au château au galop, son esprit dévoré par un vide insatiable. Bientôt, les sabots de son cheval claqueront à nouveau sur le pavement en pierre, seuls sans les 4 autres que le roi a l'habitude d'entendre. Ok. Cette soirée sera consacrée à l'écoute des chants destinés à apaiser Sleipnir et les lamentations du roi fou. Et dans le brumeux soleil levant, la vacuité s'installera. Et pour la première fois, personne ne sera là pour guider ses pas. C'est bien mystérieux tout ça. Alors donc, si on en croit la partie narrative qu'on a vue, ça nous donne quelques indices. On suit donc on suit un récit avec 2 personnages, Nefre et apparemment peut-être son capitaine, ou en tout cas un supérieur hiérarchique de quelque ordre que ce soit, un certain Odun. Et donc ça a l'air de se passer du côté de Fort Uji. Et donc on comprend que le roi qui est là a été sauvé mais devenu fou. Et donc il s'est passé quelque chose quelque part sur une île. Est-ce que c'est l'île des Brumes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ailleurs? Ça, on le découvrira dans le récit. Mais on va dire que c'est des indices. Et on parle d'un autre personnage, donc une sorte de sorcière qui s'appelle Ragna ou Rania. Ragna, c'est plus joli. Hein. Et qui serait plutôt, elle, du côté du château de Corvar. Donc à l'ouest de la carte. Voilà, ici dans le coin là. Donc voilà un endroit où on peut aller aussi enquêter. Hein, puisque voilà, on parle bien quand même de Uji, le souverain qui vénère le perfide lieu Loki. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé à ce type? Pourquoi il vénère Loki? Peut-être parce que justement il lui est arrivé un truc, une malédiction ou je ne sais quoi. Bon, c'est sympa, je trouve qu'il y a cette partie comme ça narrative qui sans doute nous donne des indices de manière un peu comme ça détournée, sans forcément être de front, là c'est bien. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à jouer. On a le droit à un allié aussi dans la partie. J'ai cette petite extension, mini-extension là, donc on va en profiter. Et alors, l'allié en question, que je tire au hasard, toc 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 toc, sans regarder, ce sera... Je crois qu'on l'a eu la dernière fois. Donc, une chouette. Avrena. Vous pouvez attribuer une flamme à la place d'un bois, d'une pierre ou d'une rumeur. Et une fois par tour, on peut dépenser une flamme pour déplacer l'animal vers une autre zone de votre choix. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est une petite aide supplémentaire, donc on va pas négliger. On a même une petite figue pour ça. Alors, que je mette la main dessus. Oups, attention, casser. Voilà. Je l'ai trouvé. Hop, donc on va la mettre avec nous, cette petite chouette. Et elle se trouve donc dans ce territoire-là. Bien. Alors c'est parti. Nous sommes au tour 1. Alors peut-être qu'on peut jeter un petit coup d'œil vite fait sur la carte scénario aussi, qui est là, qui reprend les conditions de victoire. Donc il faut détruire les 4 pirates, les conditions de défaite, le nombre de tours, donc en effet on a 9 tours, les pirates qu'on a tués, donc on va pouvoir les répertorier ici, et donc il y a donc là ça reprend la règle de la mer agitée. Après avoir résolu une action se déplacer, lancer les dés indiqués par la position donc du compteur pour chaque frontière bleue traversée. Les effets critiques sont ignorés et les résultats restants indiquent les blessures que vous devez placer sur votre carte flotte. Voilà. Et après ben, on a les effets par rapport aux événements. Alors là c'est défausser un pirate au
au lieu de votre choix, puis placez un verrou. Un verrou sur ce lieu. Déplacez le marqueur de 2 cases vers la droite, donc ça c'est la tempête qui se déchaîne sans doute. Et placez un cadenas sur une frontière bleue. Si vous ne pouvez pas résoudre l'un de ces effets ci-dessus, placez une tuile donc, de dégâts hein, sur votre flotte à la place. Ok. Donc si j'ai bien compris, on se déplace avec le bateau. Après, c'est pas précisé. Je crois pas avoir vu de règles qui précisent qui différencie en fait les deux personnages. Alors, est-ce que le bateau est pour tout le monde? Est-ce que les personnages peuvent se séparer? J'ai rien vu de ça, donc j'imagine que on joue de manière normale. Il n'y a pas de... Je regarde à nouveau, mais je n'ai pas vu de règles spécifiques pour ça. Hein. Et ça influe l'action se déplacer, c'est tout. Voilà. Connaissances, ennemis spéciaux, non, j'ai rien vu de spécial. Donc, à part ça, on joue de manière normale. Simplement, si on passe une frontière bleue, il faut tirer une tuile et voir ce que ça donne, quoi. Ok. Pour l'instant, on est au premier tour, donc on est cantonné à cette partie-là. On ne peut pas aller sur d'autres zones. Normalement, on est censé avoir des personnages sur des lieux différents, il me semble. Mais là, on n'a pas le choix, en fait. On n'a qu'une zone, que la zone 1, donc les deux sont là. Et on a, dans ce lieu, c'est un endroit où on peut récolter du bois. Et sinon, on a 2 lieux. On a la caverne du crâne, qui demande une action de sacrifice, de prendre une blessure de 3 pour aller lire le paragraphe 6 et récupérer une nouvelle carte de combat. Donc ça, c'est pas mal. Lui, comme c'est un peu le spécialiste des points de vie du sacrifice, peut-être qu'il va aller s'occuper de ça. Et sinon, on a le campement des baleiniers. Aider les baleiniers pris entre 2 feux. Donc là, il faut leur filer 3 bois. Donc il faut pour ça récolter du bois. Pour l'instant, on n'a pas de ressources de démarrage. Ah, quoique peut-être. Si, je crois qu'on a des ressources au démarrage. Quand les personnages ont des ressources, non? Ah, si, il faut que je me gourre. Il commence avec une menace, une rumeur et une pierre. Et oui, faut pas que j'oublie ça quand même. Donc on va lui donner ces petites ressources de démarrage. La pierre. On a dit quoi d'autre? La rumeur. C'est un bavard peut-être, bien qu'il soit robuste, il est pas non, c'est pas un taiseux, hein, il aime bien discuter avec les gens, il aime bien apprendre des choses. Donc il connaît déjà des petites rumeurs sur ce qui se passe dans la région. Et on a dit, de menaces. Alors les menaces, elles sont là. Donc hop, un petit jeton menace pour aussi pour Petrov, sachant que c'est pas étonnant qu'il soit considéré comme une menace vu on va dire sa puissance physique, sa robustesse. Donc je mets ses ressources sur son personnage. Donc on a ça, mais bon, pour le coup on n'a pas de bois. On n'a pas de bois. Et donc les prénoms ça rentre pas, ça va rentrer à force. Hein. Vigrid, lui, il a une menace aussi, donc une flamme et un bois. Donc lui par contre il commence avec un bois. Il commence bien avec métamorphose et barque volante, ça on le savait. Voilà. Ah, il y a une règle spéciale, qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque vous obtenez la carte compétence artisanat, piochez également 3 cartes outils au hasard. Lorsque vous gagnez la carte compétence robuste, conservez-la afin de la défausser lors d'un tour. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est quand il fait ce métamorphose. S'il récupère l'artisanat, qui est donc une compétence d'un des personnages qu'on avait la dernière fois, il pioche 3 cartes outils au hasard. C'est comme ça qu'il va utiliser cette compétence, parce qu'elle est un peu particulière. Voilà, c'est des adaptations de règles par rapport aux autres compétences. Il faudrait que j'aille les chercher d'ailleurs. Donc je lui donne ses ressources. Il a donc un bois, une flamme et une menace. Donc bois, flamme, hop, flamme et menace. Bon, je vais finir par les sortir de mes sacs parce que je me suis dit que j'allais les garder dans les sacs, mais c'est un peu pénible.
Faudrait que je trouve des petites coupelles. Faudrait que je me récupère ça aussi. Des petites coupelles, ça serait quand même plus simple. Des fois, je suis un peu à court. Donc voilà ces ressources. Toc, toc, toc. Très bien. Donc il me faut du bois. Il me faut du bois pour faire le campement des baleiniers. Je pense que ça sera intéressant. Il me faut du bois et sinon il y a l'action de sacrifice. Ok. Alors, qu'est-ce que on va faire? Ben écoutez, je vais prendre quelques petites secondes de réflexion. Ok. Alors, donc on a 4 actions à faire pour ce premier tour. Hein. Pour l'instant, on va pas se déplacer. Donc là, on va dézoomer pour voir les actions possibles. Hein. Je pense que le sacrifice va être pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit? Le sacrifice... Alors, le sacrifice peut être intéressant. Par contre, je prends dans la menace dans la tronche. Je prends... Là, en fait, je ferais 2 actions de sacrifice. J'ai l'impression que là, je prendrais 2 dégâts plus la menace en dégâts. Faut que je vérifie ça. Hein. On sait que si on fait ça, on peut bénéficier du bonus s'il y a des jetons à gauche. Et le jeton, c'est de l'attribution, donc peut-être que ça peut être bien de commencer par Vigrid, qui va aller chercher du bois, qu'on pourra après, en faisant l'action de sacrifice, poser sur le camp des baniers, qui se trouve au même endroit. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Il faut que je dévoile d'ailleurs une carte terrain en début de partie. C'est le début du truc. Donc on voit qu'on a ici de quoi choper du bois, parce que la ressource du territoire, c'est le bois. On a du bois ici, une rumeur là, un petit truc mystère là. Ok. Ah, le jaune, ça permet d'attribuer du bois en plus. C'est pas mal ça. Et le rouge, par contre, c'est du gros dégât. Donc on va essayer d'éviter ça. Ok. Je me demande si je vais pas faire l'action donc d'explorer, qui est intéressante. Puisqu'elle nous dit, on explore, on met un jeton là, on fait l'action d'explorer, donc on va regarder par rapport au personnage quel type d'exploration il fait, et en plus s'il y a un jeton et un seul jeton ici, il gagne 1 en expérience d'exploration, donc ça me semble pas mal pour démarrer la partie. Vigrid, lui, en niveau 1 d'explorateur, il place le polymino suivant. Voilà, celui-là. Il a le droit à poser celui-là. Donc, à voir ce que ça peut donner sur la carte. On pourrait faire... Là, je pourrais choper du bois, on est d'accord, je peux choper du bois. Ça m'embête de ne pas avoir celui-là. Si je fais bois, je me mets comme ça. Là, je serai en mesure de prendre celui-là aussi. Et comme je suis sur du jaune, j'ai plus 1 pour attribuer. Donc je pourrais attribuer déjà 2 points de bois au campement des baleiniers. Si je capte bien la carte ici, je vais quand même vérifier vite fait. Mais a priori, je vais partir sur cette idée-là. Le jaune ne fait pas de dégâts en fait, donc je ne vais pas m'embêter. Donc je vais me mettre comme ça, a priori. Donc il va gagner déjà, au moins, ça c'est sûr, une ressource de bois. Et après, avec le jaune, on va voir ce qu'on va en faire. Donc voilà, le voyage d'exploration démarre. Je file un bois à Vigrid. Ça lui en fait 2. Et donc je vais jeter un petit coup d'œil sur cette icône-là, voir si on est bien OK sur le principe. Bon, bah j'ai bien fait d'aller vérifier, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas du tout... ça, c'est quand même un effet négatif. Hein. Donc le jaune et le rouge, ça reste des effets négatifs. Je pensais que, tiens, j'allais gagner des trucs en plus. Non, 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 non. Ça veut dire que, en fait, si je recouvre une case jaune, je dois rajouter ce marqueur-là sur le lieu pour indiquer justement que j'ai besoin d'une ressource supplémentaire pour accomplir l'action. Donc c'est absolument pas positif. Du coup, ça me fait revoir un peu mon truc.
Ça m'embête du coup de me rajouter des... Si là, je voudrais résoudre le plus vite possible le campement des baleiniers. Donc il faut que je chope du bois, mais il faut pas que je chope, que j'en rajoute. Donc que vais-je faire? Bah, je vais plutôt faire un truc comme ça. Comme un truc comme ça. Donc je vais juste récupérer un bois. Et puis... ouais, il faut que je récupère un bois. Donc je me mets comme ça. Et donc il récupère juste son bois et c'est tout. Et il faut éviter, quoi qu'il arrive, il vaut mieux éviter les cases jaunes et les cases rouges. Ça reste vrai en fait. Donc voilà, donc juste une ressource de bois pour lui, pour sa première action. Et en plus, il gagne un point d'expérience en exploration. Ça lui donne quoi à notre ami Vigrid? Ça lui donne quoi comme bénéfice? Vous pouvez placer des tuiles voyage diagonalement. Vous pouvez placer des tuiles voyage diagonalement. Qu'est-ce qu'ils appellent des tuiles voyage diagonalement? Diagonalement. Normalement, je peux pas faire diagonale, c'est ça? Ah. Ah bon, je vais vérifier, mais je pense comprendre à peu près ce que c'est. Mais voilà, ça demande quand même de petites vérifications, qu'on ne fasse pas de bêtises. Donc ouais, ce que je comprends, c'est que si je dois placer une deuxième comme ça, je peux placer diagonalement. Je suis pas obligé de mettre d'être normalement. On est censé mettre un bord qui soit adjacent à un autre. Hein. Donc là, par exemple, voilà, là c'est adjacent. Voilà, là, mais là, je peux mettre maintenant, je peux mettre diagonalement. Je peux mettre en diagonale. Il faut pas forcément qu'il y ait un côté qui colle comme ça. Donc c'est quand même pas mal ça. Donc là, maintenant, on a dit que j'étais plutôt comme ça. Bon, je sais pas si ça va vraiment m'aider. Ça va pas vraiment m'aider parce que là, je vais être obligé d'avoir un truc jaune, ça m'emmerde. Bon, on verra. Pour l'instant, ah si, super. Regardez. Si j'en mets un comme ça, là, je suis en diagonale. Je suis pas hop, et là, du coup, j'évite toutes les cases jaunes. C'est vachement bien. Donc très bien, très bien. Ok. Bon, je comprends ça comme ça. Je comprends ça comme ça. Sinon, je vois pas trop à quoi ça peut correspondre. Donc, ça termine l'action de Vigrid. Donc, on passe à une deuxième possibilité d'action. Je vais peut-être pas faire tout de suite le sacrifice. Peut-être que je me le garde sur la fin. Je vais quand même vérifier aussi l'action de sacrifice pour être bien sûr du coup. Parce que là, c'est 2 plus... le coup, là, à l'heure actuelle, c'est 2 plus menace. Voilà, que je comprenne... Est-ce que c'est 2 fois ce qui est demandé là-bas, plus le coup de menace, ou 2 fois, enfin, ou l'addition multipliée par ce qui est demandé là-bas, parce que c'est bon, c'est des gros dégâts, hein, donc ça peut faire la différence quand même. Je vais regarder vite fait. Comme on n'a jamais fait cette action de... D'ailleurs, on peut la regarder ensemble. On n'avait jamais fait cette action de sacrifice jusque-là, donc c'est un peu une nouveauté. Donc autant voir ça ensemble. Se sacrifier. Donc l'action se sacrifier vous oblige à subir les blessures indiquées sur les lieux pour résoudre leurs effets. Vous ne pouvez pas effectuer l'action se sacrifier dans les lieux occupés par des jetons ennemis. Bon, là, c'est pas le cas. Un verrou ou un truc qui a été déjà fait, donc un récit effectué. Pour résoudre cette action, donc on doit choisir un lieu avec l'action se sacrifier dans votre zone. Subissez autant de blessures du type indiqué que la valeur de l'action se sacrifier. Que la valeur de l'action. Ouais. Donc bah justement, il donne l'exemple ici avec la carte qu'on a. Donc il décide de résoudre une action se sacrifier. On voit qu'il doit payer 2 comme ça. Il a une menace dans sa réserve. Donc sa valeur de l'action est 3. 2 plus 1, 3. Par conséquent, il subit 3 blessures de 2. Ouais, c'est ça. 3 blessures de 2. Et s'il réussit, il gagne l'effet donc de l'artillerie là. Ouais, donc c'est quand même chéro. C'est quand même cher. Parce que là-bas, c'est une action qui demande 3 dégâts. Enfin, une tuile de 3 dégâts. Une verte là, comme ça. Hop. Donc à l'heure actuelle, si je fais l'action sans utiliser mes objets, hein, ça me demande un sacrifice de 3. Donc de rajouter 3 blessures comme ça. Maintenant, j'ai la pélice hivernale. La pélice hivernale. Elle me permet d'ignorer, pour une action sacrifiée, d'ignorer toutes mes menaces. Donc ça ferait une de moins, donc ça ferait que 2 en sacrifice. C'est pas mal.
Ok. Je pense que je vais utiliser mon action. Tant pis. Je vais utiliser mon action de sacrifice. Parce que des lieux de sacrifice, il y en a un autre justement à l'île aux mouettes, là. Celui qui était décrit dans l'exemple. Et est-ce qu'il y en a vraiment d'autres? Ah, il y en a un autre là, au fort de Vigie. Au fort de Vigie, il y en a un autre. De fort de Ugie. Peut-être que j'en gagnerai d'autres. Peut-être que c'est pas très prudent de le faire dès maintenant. Voilà, encore une réflexion à avoir. Quelles autres actions je peux faire? Je peux construire des objets. Là, si je construis, je construirai un objet. Dans les objets, qu'est-ce qu'on a de beau là-bas? Ils sont un peu plus loin là. On peut jeter un œil un peu ce qu'il y a à disposition au marché. Ça peut être intéressant. Donc on a une peau d'ours qui permet de défausser... Non, si un effet fait défausser des tuiles de blessure, résolvez-le de nouveau. Ouais, ça permet de blesser une deuxième fois grâce à la peau d'ours. Défense de Thorolf. Après une action, on gagne 2 expériences d'exploration ou une expérience de combat. La boussole de Gudlef, donc ça c'est pour l'exploration pendant l'action voyage, plus une action, plus une tuile à rajouter dans le voyage, dans l'exploration, donc c'est pas mal. Là ça permet de récupérer pas mal de choses. Le casque de contrition, avant le lancer, j'ai +1 à l'expérience de combat. Et la pierre des vannes, avant le lancer, donc c'est du combat, j'envoie un gros caillou dans la tronche. On fait un des rouges en plus aux dégâts. Par contre, on prend une menace à le faire. Ok. Donc là, on peut aussi s'équiper. Ça fait quand même pas mal de choix. Hein. On peut s'équiper. Il peut aussi explorer. Hein. Il explore avec quoi, lui? Lui explore avec un 2. Il explore avec ça. C'est pas, il est moins explorateur que son copain Vigrid. Mais bon, ouais, il pourrait gagner une rumeur, quoi. Pourquoi pas, hein. C'est une option, en tout cas, possible. L'exploration, déplacement, non, parce qu'on est coincé par la zone 1. Construction, on l'a dit. On peut collecter un truc. Donc je pourrais aller collecter un bois qui traîne. Ça pourrait être intéressant. Ça ferait 2 bois. Ça ferait même 3 bois. On aurait les bois qu'il faut. Et on pourrait, du coup, dans une des autres actions, peut-être la 3e action de... Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Bon, ça y est, ça commence à se dessiner. Donc, pour l'instant, là, on a Vigrid qui est parti explorer, d'accord? Et là, on va demander à Petrov, lui, d'aller collecter. Alors, collecte. La collecte, elle est là. Donc, il gagne 1 point de collecte. 1 point seulement. Plus 1 par jeton sur le côté. Et il y en a 1. Donc, il peut faire deux petites collectes. Non, il peut faire une collecte qui ramène 2. Je crois que c'est ça. Ah, vous voyez. Comme on joue pas souvent, les règles nous échappent un peu. Donc, je vais revérifier ça. Donc, c'est exactement ça. Je place un seul marqueur. Et ce marqueur, je vais décaler ça ici. Je place un seul marqueur, mais ce marqueur me ramènera 2. Donc je vais aller là, hein, à un endroit où il n'y a pas de jetons jaunes, de cases jaunes. Donc hop, et là ça me fait piocher 2 ressources de bois. 2 ressources de bois sur Petrov. Bon, comme ils sont dans la même zone, je crois qu'ils peuvent partager leurs ressources. Hein. Donc ça, voilà, c'est chose faite. Derrière, j'ai suffisamment de bois sur la région. Je vais vérifier, hein, mais il me semble bien qu'on peut partager les ressources quand on est dans le même lieu. Donc, à nouveau, c'est au tour de Vigrid. Vigrid, il va aller attribuer. Il va aller attribuer donc ce qu'il faut ici. Et là, on a 0 plus 1 par jeton sur le côté. Alors, attendez, est-ce que je vais le faire maintenant? Bah ouais, parce que c'est à son tour. Donc, je pourrais pas attribuer tout ce que j'ai envie d'attribuer. Je peux en attribuer que 2 sur les 3. Je peux attribuer que 2 sur les 3. Bah, tant pis, hein.
Tant pis, tant pis, tant pis. Ou je garde ça pour une action suivante. Peut-être qu'il peut faire autre chose. Mettre un troisième jeton là. Et au tour suivant, il fera ça. On va faire ça peut-être. On va le tenter. On va pas tout de suite attribuer. Pour l'instant, on accumule. Ce serait intéressant que je puisse au moins faire ça d'un coup, d'avoir les trois d'un coup. Ce qui est peut-être pas forcément évident. Mais on va essayer. Donc, à la place, il va... Alors, est-ce que j'explore ou est-ce que je construis Pour Vigrid, ça peut être intéressant de construire des choses aussi. Hein. Une boussole pour mieux voyager. Un casque pour mieux se battre. Une peau d'ours pour mieux se protéger. Tout est intéressant. Hein. Ignorer toutes les cases recouvertes. Ouais, c'est bon ça. Je pense qu'il va faire, il va faire de la construction, de l'artisanat, Vigrid. Donc je mets ça ici. Hop, pardon, sur la partie explo, enfin construction plutôt. Toc. Et il se récupère. Il peut, alors donc il peut construire un seul, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul jeton à gauche. L'action est à 0, mais c'est plus 1 par jeton de ce côté-là. Donc il peut choper un équipement, et ce sera la boussole de Gudlef, je sais pas quoi, oui, Gudlef. Donc si je l'utilise pendant l'action d'exploration, je gagne une tuile supplémentaire, et en plus c'est marqué ignorer tous les cases jaunes et rouges recouvertes. Donc je peux y aller, quoi. Je peux y aller comme un bourrin et récupérer plein de trucs. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc je me mets ça en stock avec sa barque volante là sur le personnage de Vigrid. Et il nous reste la dernière action pour Petrov. Est-ce qu'il fait son sacrifice? Ça peut être pas mal. La question que je me pose, c'est est-ce que si je fais une action de sacrifice là, je récupère quand même le bonus qui est en dessous, là, qui correspond pas à un bonus de sacrifice, qui correspond à un bonus d'attribution. Il faut quand même que je vérifie ça, parce que là, ça permet déjà de placer justement 3 jetons bois, et donc de faire en même temps l'action d'attribution. Je vérifie ça, parce que c'est quand même important. Bon, une fois qu'on aura fait quelques vérifications, ça ira plus vite. Hein. De toute façon, pour vous, c'est un peu insensible, puisque je fais juste une petite pause sur la vidéo. Et on se retrouve après. Donc, bon, la réponse est très claire. Ça ne fonctionne pas, puisque c'est un plus 1. Donc, plus 1, ça veut dire que ça renforce l'action principale. Donc, si l'action principale n'est pas une action d'attribution, ça ne marche pas. Parfois, ça donne une action à part. Là, c'est pas le cas. Toutes les actions qu'on a, c'est des plus. Donc, c'est plus 1, ça se rajoute à l'action ici. Plus 1, ça se rajoute à l'action que je fais là. Voilà. Des fois, ça donne une action bonus, quelque part, qui est dissociée de l'action principale. Là, c'est pas le cas. Donc, si je me sacrifie, eh bien, je ne ferai que me sacrifier, ce qui me semble être relativement logique. Tout à fait. Donc, il va faire cette action de sacrifice. Il va défausser sa pélice hivernale, ce qui lui permet d'ignorer la possession de jetons de menace. Donc ça, c'est défaussé. D'ailleurs, il faut que je renouvelle le stock des objets là-bas. Et j'ai trouvé un casque en cuivre. Enfin, je peux construire un casque en cuivre qui permet, pendant le combat, d'améliorer un dé 3 fois. Améliorer un... Alors, qu'est-ce que ça veut dire améliorer? On verra ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, l'action de sacrifice au niveau de la caverne du crâne, où se trouve Petrov. Voilà. C'est là que ça se passe. Ça coûte cher un peu. Hein. Ça coûte quand même, malgré tout, deux actions, enfin 2 actions, 2 paiements, puisque l'action demande 2 en sacrifice, donc il doit se rajouter 2 jetons blessures sur son personnage. Je vais les installer. Il faut que les jetons soient posés de manière comment dire,
adjacente. Donc voilà, j'ai posé mes 2 jetons blessures, je vous montrerai ça, ou je peux vous le montrer tout de suite, ce sera fait. Donc voilà, je les ai mis dans le coin là du personnage, il y avait un petit angle là qui était pas mal, et l'autre je l'ai collé là. Bon voilà, il a déjà ça en blessure, je vous rappelle qu'il est robuste, donc il peut encaisser encore plus de points que les autres. Hein. Donc bon, ça me semble être pas mal. Donc que se passe-t-il? Eh bien, nous avons un petit événement narratif à lire, déjà, première chose. Donc on va voir le paragraphe 6. Que se passe-t-il quand nous sommes à la caverne du crâne? Donc déjà, c'était marqué « S'aventurer dans la sinistre grotte ». Donc il y va, il est courageux, il n'a pas peur. Et c'est parti. Alors, la caverne du crâne. L'entrée de la caverne vous fait froid dans le dos. Cette gueule béante ressemble à un homme hurlant. D'où s'exhale le brouillard qui s'étend à tout l'archipel. Vous trébuchez à travers la caverne dans une obscurité presque totale, à travers des nuées de chauves-souris qui vous griffent le visage, les chutes de stalactites et les pièges cachés. Enfin, vous atteignez la chambre principale. Des caisses et des coffres remplis de marchandises sont empilés contre les murs. Sur une table, vous trouvez une carte portant l'indication d'un autre repère. Les dagues plantées dans la carte suggèrent que l'endroit est lourdement gardé. Alors, voilà, petite illustration pour accompagner la narration. Voilà, tiré des BD de Torgal. Un lieu bien étrange, en effet. T'as des tas de trucs qui pendent au plafond, là. Et donc, c'est marqué qu'on peut échanger l'action de combattre avec l'action numéro 14. Donc, on va aller regarder ce que c'est. Voir est-ce que ça vaut le coup. Est-ce qu'elle est plus intéressante que celle qu'on a? Et est-ce que ça va pas mettre trop le bazar aussi dans nos plans? Alors, 14, elle est là. 14. Alors, l'action 14, ça nous dit... donc, combat, ok. Et améliorer... par dé sur le côté, améliorer un dé, quoi. Enfin, je vérifie ce que ça veut dire, améliorer ça. Pareil, j'ai un petit doute sur le truc. Alors, l'action qu'on avait avant, c'était ça. Vous pouvez placer un dégât bleu supplémentaire sur une case jaune ou rouge. C'est-à-dire que on peut faire des dégâts supplémentaires, mais bon, ça nous coûte un peu, parce que généralement, c'est des dégâts supplémentaires que nous fait l'adversaire. Mais ça peut permettre de compléter des diagrammes pour tuer un monstre. Donc c'était pas mal. Maintenant, l'amélioration, ça me semble intéressant. Je vais quand même vérifier ce que cela veut dire concrètement, parce que j'ai un petit doute. On va reposer ça là. Et puis, petite vérification. Ok, vu donc l'amélioration, ça permet pendant un combat d'évaluer et de monter le niveau d'un dé, quoi. Donc si on a un dé, on commence avec un dé vert, on peut très bien dire, je le passe, si j'ai 3 améliorations, je peux le passer au dé jaune, au dé orange, voire au dé rouge, quoi. Donc c'est bien, ça fait booster nos dés, donc ça améliore quand même nos capacités de combat, sans doute mieux, de meilleure façon que l'autre qui demande de prendre des dégâts pour ajouter une petite tuile supplémentaire. Donc je pense qu'on va faire cette amélioration, elle me semble intéressante. Donc voyons un peu comment ça bouleverse les choses sur notre rang d'action. Alors donc, on retire cette action-là, qui était l'action 33. Hop. Et à la place, on met la 14. Le problème, c'est que la 14, elle se place... Bon, ça va, elle décale pas trop. Hop, elle décale ici. Ça fait décaler l'action de poser. Ça fait décaler l'action de récolter, qui était au numéro 22. Et on place celle-là ici. Voilà. Donc on ne change pas la position des marqueurs en dessous. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc c'est déjà une amélioration de combat. On va pas cracher dessus. Hein. Non. Et c'était pas totalement terminé. Les résultats de cette fouille, on a vu qu'il s'était passé des choses quand même, qu'on avait retrouvé apparemment l'emplacement de quelque chose. Donc on a l'emplacement d'un nouveau pirate. Placer un pirate dans un A. Donc je prends un jeton
pipi. Un jeton pipi, un jeton pirate. Hop. Le voilà. Donc celui-là, et je dois le placer sur une case A. Donc il faut que je regarde. Je ne me rends pas du tout compte de ce que ça donne au combat. Hein. Est-ce que ça va être facile, pas facile? Donc est-ce qu'il faut les mettre tout de suite proches de nous ou patienter? Alors le A, il y en a pas des kilos non plus. Bah, il y a la caverne du crâne. C'est-à-dire que je peux mettre directement un... Je peux le mettre là tout de suite? Non, mais est-ce que ça veut dire que je suis obligé de l'attaquer? Pas spécialement. Partager l'emplacement d'autres repères et de ses défenses avec le souverain local. Attribuer jusqu'à 2 pierres prises dans la réserve générale sur le chantier de construction. Oula, il y a des trucs qui m'échappent. Le chantier de construction, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le chantier de construction. Où est-ce qu'il est? Chantier. Ah, là. Chantier de construction. Donc sur le plan, il est là. Clouc, clouc, clouc. Le chantier. Observez de plus près le temple en cours de construction. Donc ils sont en train de construire un temple. Ça me permet de gagner des trucs d'artillerie. Et donc c'est une action d'attribution et je dois attribuer 3 pierres pour réussir ça. Donc parce que là en fait j'ai un choix derrière. Non seulement je dois placer un pirate, mais aussi je peux dépenser une rumeur pour activer l'un des effets suivants, l'une des conclusions suivantes. Soit piller la caverne pour récupérer un bois et une pierre, soit partager l'emplacement de l'autre repère et de ses défenses avec le souverain local. Ce qui me permet d'attribuer jusqu'à 2 pierres prises dans la réserve générale sur le chantier de construction. À condition que ça ne déclenche pas l'effet. Là, c'est-à-dire qu'au chantier, j'aurais besoin plus que d'une seule pierre pour remporter la mise. Ça me semble pas mal de gagner de l'artillerie pour attaquer les pirates, non? Ouais. Bon, bah, fort de toutes ces infos, je vais faire un peu mon choix. Est-ce que je mets un pirate directement ici, qui sera donc pas trop loin et à portée de combat si besoin? Comme ça, je pourrais aller jeter un petit coup d'œil sur les règles de combat. Donc je pourrais le mettre là, ou sinon je peux mettre plus loin, vers le temple de... Le temple de... Alors laisse tomber le nom. Sleipnir, le temple de Sleipnir. Ok, ok, ça marche. Voilà. Où il faut fournir des choses là-bas. Ça a l'air pas mal, le temple de Sleipnir. Mais bon, l'idée c'est de tuer les pirates. Donc je pense que je vais le placer, le repère des pirates, bah là. Ils me disent pas spécialement. Vu que l'action est faite ici, je vais pouvoir mettre un jeton comme quoi le paragraphe a été lu. Donc j'aurai pas besoin d'y retourner. Par contre, je pourrais quand même aller combattre le pirate si j'en ai envie. S'il se déplace pas entre temps. Donc ça c'est fait. Je vais le mettre là parce que je me dis qu'il est à peu près à bonne portée. Je vais dépenser un jeton rumeur pour déclencher la conclusion du lieu. Et je décide de me mettre 2 pierres de la réserve sur le chantier de construction, déjà en attribution, ce qui me permet de pouvoir le résoudre pour moins cher plus tard. Donc je place ça sur le terrain. Et voilà. Il y en est pas mal. On est pas mal. On a du coup terminé les 4 actions de notre premier tour. Et donc on va aller à la phase suivante dans le jeu. Qui est donc la phase d'événement. La phase d'événement. Donc on va déplacer pour la phase d'événement le petit marqueur ici de tour. Je pense qu'on était sur le 1. J'imagine qu'on va passer sur le 2. On va arriver sur le 2e tour. Retourner les jetons action face actif visible. Ok, donc là je retourne les jetons. Voilà, là c'est face jouer face active. Sans les déplacer, ils disent bien. Voilà.
Résolvez les effets de la carte événement révélée. Vérifiez les conditions pour piocher la prochaine... Alors, donc j'ai pas d'effet de carte événement révélée pour le moment, c'est normal, c'est le premier tour. Vérifiez les conditions pour piocher la prochaine carte événement et piochez-la. Et donnez le marqueur premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. Donc on passera à, cette fois-ci, Petrov. Alors, quelles sont les conditions là-bas? C'est marqué, s'il y a au moins 2 pirates sur l'Atlas, piochez le truc de guerre. Donc c'est le cas, j'en ai mis 2. Donc je vais piocher une carte orange. Voilà. Donc celle-là, je vais leur mettre un petit coup de pioche pour rigoler. Pouf, 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 de pioche, de mélange. Hop, hop, hop. Je coupe. Et on est parti, je prends la première. Qu'est-ce que ça va nous dire? Instinct de prédateur. Vous vous lancez dans la bagarre avec une extrême férocité. Immédiatement, un personnage peut subir une blessure pour défausser cette action. D'accord. Phase action. Vous pouvez utiliser les objets de l'offre, compléter l'offre après le tour de chaque joueur. Prochaine phase, résolvez le truc et le machin. Pour défausser cette carte, ou utiliser les objets de l'offre, vous pouvez utiliser les objets de l'offre, compléter l'offre après le tour de chaque joueur. Vous pouvez utiliser, d'accord, donc en phase d'action, si je comprends bien, je peux utiliser les objets de l'offre comme s'ils étaient à ma disposition. C'est vachement bien ça quand même. Par contre, je vais subir deux trucs. Je vais subir mettre un verrou sur une frontière bleue et défausser un pirate du lieu de votre choix, puis placer un verrou sur ce lieu. Bon, est-ce que je vais vraiment faire de l'attaque? Est-ce que je vais vraiment... je sais pas. Il faut que j'aille voir ce que ça donne le coup des pirates. C'est-à-dire comment ça fonctionne. Donc, on va le faire. On va pas faire l'action de blessure. On a déjà pris des blessures. On va plutôt se dire qu'on va essayer de profiter de la phase d'action, là, qui nous permet d'utiliser les objets de l'offre. Comme s'ils étaient dans notre équipement. C'est ce que je comprends. Compléter l'offre après le tour de chaque joueur. Ok. Donc, cette carte-là est en jeu. Et donc, on subira l'effet à la prochaine phase d'événement, l'effet donc l'effet négatif qui est là. Donc voilà, et on va passer donc au deuxième tour de notre partie. Voilà, mais je pense qu'on va profiter de ce moment pour faire une petite pause. Voilà, une pause dans cette vidéo, enfin en tout cas dans cette partie. On va clore la vidéo ici. On a déjà vu l'introduction, on a vu les personnages, se remettre un peu dans le bain au niveau des règles. On a déjà vu quand même pas mal de choses dès le début. On voit déjà les choix de nos personnages qui ont été intéressants. On a déjà résolu un lieu. Donc bon, ça me semble pas mal. Ça me semble intéressant de s'arrêter là et puis de reprendre sans doute de manière un peu plus fluide la prochaine fois. Puisque maintenant, ça y est, les règles sont à peu près en tête. Voilà. Ok, donc voilà, on va s'arrêter là donc pour cette première vidéo. Voilà, donc j'espère qu'on m'entend correctement. Voilà, donc écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite de Torgal, de ce scénario. On sent qu'on va affronter les pirates. J'en profitais du coup entre deux vidéos pour bien voir l'histoire des tactiques de combat contre les pirates. Et puis après on va s'attaquer à la suite du scénario. Ça reste une course contre la montre puisqu'on a que 9 tours pour le faire, donc faut pas trop traîner, j'imagine. Et il y a 4 pirates à battre. Peut-être que je vais m'attaquer déjà à un pirate tout de suite puisque j'en ai un sous la main. On va voir ça la prochaine fois. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt. Allez, salut!